troisième type, les grands entretiens d'Ouzbek Erika. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre du troisième type, une émission dans laquelle nous essayons de mieux appréhender l'avenir en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons prendre le large, arpenter l'océan pour tenter de répondre à des questions pour le moins existentielles. On sait que la biodiversité s'effondre, 1 million d'espèces sont menacées de disparition, dont de nombreuses dès les prochaines décennies, selon le dernier rapport de l'IPBES. On sait que le climat risque de se réchauffer de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, que la pollution plastique qui se compte en dizaines de millions de tonnes par an menace de doubler d'ici 2030. Et toutes ces catastrophes en cours, qui mettent en péril l'humanité, se jouent en grande partie dans l'océan. Il se dilate, se réchauffe, s'acidifie, son niveau monte de plus en plus à cause des gaz à effet de serre, et il sert de réceptacle final à la plupart de nos déchets et produits toxiques. Face à ces menaces, le monde se fracture, le nationalisme progresse partout et fait ressurgir d'autres périls existentiels, au premier chef desquels figure le risque de guerre nucléaire. Et symboliquement comme géographiquement, c'est encore l'océan qui figure comme distance à combler entre les peuples. On pourrait enfin noter la pertinence du champ lexical naval pour représenter la tragédie de notre condition. Nicolas Hulot parlait du syndrome du Titanic pour dénoncer notre aveuglement face aux catastrophes annoncées. Et nous sommes finalement tous dans le même bateau, condamnés à nous entendre si nous voulons trouver une solution dans les temps. Alors c'est l'ensemble de ces constats qui a fait germer le projet élémentaire dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit d'un tour du monde en voilier de 4 ans, entrecoupé de nombreuses escales pour relier les terriens, tenter d'identifier les solutions et de nous reconnecter à nous-mêmes, à la nature et aux autres, pour rien de moins que sauver notre futur. Une exploration scientifique, philosophique et artistique à bord du célèbre voilier Penduixis, sur lequel Éric Tabarly avait remporté la Transat anglaise en solitaire en 1976. Et c'est notamment sa fille, Marie Tabarly, qui a repris la barre pour mener ce projet élémentaire aux côtés de marins et d'artistes, dont Théo Samson. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui de recevoir 2 invités, Marie Tabarly et Théo Samson. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Bonjour. Alors Marie Tabarly, je commence par vous. Vous êtes une navigatrice expérimentée en solitaire et en équipage, vainqueur de nombreuses courses, et aussi spécialiste des chevaux. Vous êtes instructrice d'équitation et comportementaliste équine de métier. Et vous portez donc aujourd'hui ce projet élémentaire pour élaborer un mieux-être commun. On va y revenir. À vos côtés, à bord du Penduixis, donc Théo Samson, bonjour à vous. Vous êtes funambule, spécialiste de slackline et de highline et adepte des records du monde. Vous avez notamment traversé en équilibre sur une corde le vide entre 2 pics montagneux à 500 mètres de hauteur. Et pour commencer, peut-être une question à tous les 2. Vous prenez la mer d'abord pour nous montrer ce qu'on doit sauver. C'est important d'être connecté à cette nature pour la comprendre et pour saisir l'urgence du moment. Je pense que tout ce qui peut montrer maintenant la situation d'urgence dans laquelle on est on doit tout utiliser. On ne peut pas se dire non, ce projet-là ne peut pas servir à grand-chose, ou alors moi, mon petite action ne peut pas servir à grand-chose, oui, mais non, il faut arriver à convaincre tout le monde, il faut convaincre les politiques, il faut convaincre les chefs d'entreprise, il faut convaincre tous les citoyens, il faut prendre toutes les actions qui sont possibles pour y aller. Et moi, celle que je peux faire, au départ, c'était reconnecter les chevaux aux humains, parce que du coup, je faisais le lien entre eux, je remettais de l'harmonie dans le couple cavalier-cheval, mais c'était pour moi à trop petite échelle. J'adorais mon métier, je l'adore toujours, et j'espère y retourner, mais je voulais faire un truc plus grand, quoi. Et puis avec un bateau, je peux emmener plein de monde, et puis en plus, je peux filmer. Et l'eau connecte tout le monde. On a 70% d'eau sur la planète, on a 70% d'eau dans notre corps. Pour moi, c'est pas par hasard. On a besoin de cet océan qui est en train de mourir. On est en train de se tuer et on reste prostré comme un lapin dans les phares d'un poids lourd et puis on bouge pas, quoi. Mais comment vous expliquez justement cette espèce d'apathie mondiale, cette espèce d'absence de réaction ? Est-ce que c'est parce qu'on avait interviewé, nous, il y a quelques mois, l'océanographe François Sarano, qui nous expliquait ça aussi. On a besoin d'être au contact physique direct des êtres humains, des êtres naturels, des poissons, des êtres de l'océan, pour les comprendre et pour vouloir les sauver. C'est votre sentiment aussi ? Quand on est proche de la nature, comme tous les grands sportifs de pleine nature le sont, forcément, on voit les saisons changer, on fait vraiment attention. C'est plus... ça m'effraie à chaque fois de voir comme en février dernier, tout le monde qui dit c'est super beau. Et tout. Ouais, mais on est en février, quoi. Comme maintenant, on est en juin et on n'a toujours pas un temps normal.
plus on va être au contact dans l'eau, comme les surfeurs, à voir du coup cet océan qui change, à voir les masses de poissons qui ne sont plus forcément au même endroit, de voir en montagne, pareil, les conditions climatiques qui changent au fur et à mesure. Enfin, on est au contact, on n'est pas isolé dans un immeuble en pleine ville. Mais même en pleine ville, on voit des choses si on regarde, si on lève un petit peu le nez, forcément, la faune et la flore, même en ville, ne sont plus les mêmes. C'est quand même hallucinant de voir que maintenant, il y a plus d'abeilles en ville qu'en campagne. Théo Sanson, vous êtes adepte aussi de la nature, du plein air et des sensations fortes. L'océan, pour vous, c'était une expérience déjà familière ou c'était quelque chose de nouveau ? Non, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et à bord, on était 5 funambules. Les 5, on était complètement débutants. Et il y avait cet aspect apprentissage, transmission et cocon. C'est-à-dire que pour aller au Groenland, il faut une dizaine de jours. Le temps est complètement différent. Une dizaine de jours ? On n'a pas été sur le même bateau. Le temps relatif suivant les passagers. Ouais, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, mais on est en quart, on a un système de quart. Donc, on dort 6 heures, on est actif 3 heures et ça tourne en permanence. Et du coup, le temps se ralentit, on est déconnecté d'Internet, mais on choisit les bouquins qu'on embarque à bord. On a des discussions qui sont très intenses. Et puis, on avait prévu nos thèmes de réflexion à l'avance. Donc, au Groenland, c'était l'adaptation. On avait réfléchi à quelle civilisation était sur place, et notamment les Vikings et les Inuits. Et pourquoi il y a une culture qui s'est effondrée, qui a disparu, et pourquoi l'autre s'est adapté. Et puis, nous, on utilise l'art et le sport comme allégorie des grands défis de l'humanité. Donc, on a un regard historique, on a un regard géopolitique, mais au départ, on est sportif, et c'est ça qui nous plaît, c'est ça qui nous permet d'être entier. Et forcément, au contact de la nature, on apprend à la connaître et du coup à vouloir la protéger. On voit sur le site élémentaire, alors je précise pour nos auditeurs, c'est écrit élémentaire, élément apostrophe terre comme la terre, que vous définissez 4 grands objectifs à élaborer, à atteindre avec ce projet, notamment celui de se reconnecter à nos natures. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous entendez par là ? C'est ce que vous commenciez à me dire. C'est à travers des conditions extrêmes qu'on apprend à redécouvrir Non, pas nécessairement. Par exemple, mes élèves à cheval n'en sont pas dans des conditions extrêmes. Par contre, pour voir qui le cheval est réellement, ils peuvent pas tricher. Ce qui est génial avec le cheval, en plus, c'est qu'il parle pas, donc il ment pas. Et il fait passer des messages parfois violemment, mais ils sont toujours justes. Et si on veut voir le cheval pour ce qu'il est, on est obligé de se voir nous-mêmes déjà pour ce que nous sommes. Et tout l'entourage, c'est pareil. C'est-à-dire, si vous voulez être vraiment proche de quelqu'un, regardez-le pas pour la projection que vous faites de lui ou de l'image que vous avez envie qu'il soit de lui, mais juste pour ce qu'il est réellement, avec ses qualités et ses défauts, qui sont tous parfaits. Maintenant, si on commençait à être plus là-dedans, et du coup en ayant moins de peur, en ayant plus de confiance dans la vie, c'est bateau ce que je dis, mais n'empêche qu'on se rapprocherait beaucoup plus de nos besoins, on arrêterait de se créer des envies qui sont... qui foutent l'humanité en l'air, clairement. Il y a un moment... Alors, la transposition de ça dans l'expérience d'élémentaire en voilier, est-ce que c'est finalement une sorte de laboratoire d'expérimentation, ce voilier, avec cette promiscuité dont vous me parliez, c'est redécouvrir des... on est en bateau, on n'a pas beaucoup de besoins, en fait. On se remet sur nos besoins de base, bien manger, bien prendre soin de soi, prendre soin des autres aussi, parce que c'est aussi important que prendre soin de soi-même. Et on fait vraiment attention à eux, du coup. On regarde, est-ce qu'ils ont un bon teint, est-ce qu'ils ont pris soin d'eux, est-ce qu'ils sont de bonne humeur ou pas, est-ce qu'ils sont fatigués ou pas, est-ce qu'ils ont peur ou pas, comment faire passer des messages. Et en plus, on est vraiment isolé sur un petit vaisseau spatial au milieu de pas grand-chose, parce qu'on a mis 3 semaines pour aller au Groenland quand même, pas 10 jours. C'est un peu plus que 3 semaines. Et puis des fois, dans des conditions très compliquées, en retour, on a pris quand même 80 nœuds de vent, ça fait 170 km/h de vent. 170 km/h, ça commence à faire vraiment beaucoup, quoi. Et du coup, on peut avoir peur dans ces cas-là. Il faut vraiment prendre soin de l'eau parce que sinon on va pas loin. L'argent n'existe pas en mer, il n'y a pas tout ce rapport-là. Du coup, on revient à des conversations et une intimité, une proximité qui est avec les gens qui est très honnête tout de suite.
Et ouais, les conversations sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est l'expérience qu'on fait dans des conditions particulières sur un bateau. Comment est-ce qu'on généralise ça à 7 milliards d'individus? On peut pas mettre tout le monde sur un voilier? Ouais, on est exactement là-dessus. Enfin, tu le disais au départ, on est tous dans le même bateau, mais il y a un souci d'échelle et d'organisation sur ces choses-là, quoi. Le rapport Meadows en 72, il expliquait très bien cela, sur les ressources finies dans un monde fini. Rapport commandé pour le Club de Rome, qui est le rapport qui a donné le bouquin Halte à la croissance, qui expliquait que voilà, on ne pouvait pas continuer avec un mode de croissance comme ça. Ouais, et puis le GIEC derrière et tout un tas de think tanks. Le fait est qu'aujourd'hui, on est pris en tenaille entre des perspectives libérales et transhumanistes et puis des perspectives collapsologistes. Et on est dans une période où c'est très compliqué de voir ce que c'est que la vérité, alors que rien n'a jamais été aussi transparent, c'est-à-dire que tout est à portée de main. Et moi, je trouve ça très étonnant quand on a une communauté de scientifiques qui, depuis des années, dit que ça peut pas continuer comme ça. Et c'est vrai que les décisions n'ont pas l'air d'être à la mesure des enjeux de la situation. Et paradoxalement, on était avec Marie la BRICE-COP, c'est-à-dire l'application locale des COP. Et, ils prennent des engagements forts, on le voit là où tout le monde dit mais on fait rien, c'est pas possible, on va droit dans le mur. Il y a des engagements forts qui sont pris et eux-mêmes disent qu'il y a 15% du boulot qui est fait. Et le constat qui est fait avec Marie et avec plein d'autres personnes avec qu'on discute, c'est ça, tout est lié. Et vraiment, c'est pas les politiques qui vont résoudre le problème, c'est pas les entreprises, c'est pas les citoyens, c'est tous ensemble et sur plein de choses en même temps, à la fois. Enfin, je sais que c'est des formules qui sont classiques aujourd'hui, mais enfin, c'est la réalité. Et pour revenir sur le rapport Meadows, ils ont pris en compte la Terre. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui veulent aller sur la Lune, sur Mars. Et les perspectives sont... Ouais. Du coup, l'idée, c'est de relier tous ces gens. Il y a beaucoup d'initiatives comme la vôtre, de gens qui veulent soit nettoyer les océans, soit faire de la vulgarisation, développer. Est-ce que l'espoir que vous avez, c'est que finalement tout ça, à un moment donné, dépasse une espèce de masse critique pour que la prise de conscience se fasse à l'échelle globale? On peut pas répondre non à une question pareille, forcément. On va pas dire non. Faut être optimiste. Ouais, forcément. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir réconcilier un peu que tout le monde, même, comment dire, je ne sais même pas exactement comment je voudrais. Après, c'est un peu dans le monde des bisounours après, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment des politiques qui font du bon boulot, et comme il y en a qui ne le font pas. Mais tous ne sont pas forcément mauvais, quoi. Et c'est comme les chefs d'entreprise. Et il y a un moment où là, on arrive à un point où qu'importe l'action que tu mènes, si tu as déjà fait des erreurs avant ou si tu as perdu, voilà, on te saborde. Même des grandes marques, il y a des grandes marques qui se tournent vers des choses maintenant beaucoup plus saines et beaucoup plus proches respectueuses dans l'environnement, etc. Et au moment où ils annoncent, ils se font descendre tout de suite. Il y a un moment où maintenant, faudrait tempérer. On sait qu'on doit faire des efforts, tout le monde doit faire des efforts, donc même s'il est grand et il commence à faire des efforts, il ne faut pas leur tirer dessus tout de suite. Je pense que on voit tout est lié, le développement durable, on sait bien que c'est le social, l'environnemental, l'économique, on ne peut pas lier agir sur l'un sans agir sur l'autre. Effectivement, on était à la BRICE-COP avec le président de la région Bretagne. On était avec plein de jeunes, on était une quarantaine de jeunes, il y avait une quarantaine de jeunes sur scène qui sont extrêmement critiques maintenant et ils ont raison. Ils sont très affûtés, ils sont très au courant de ce qui se passe. En revanche, il y a un moment où il faut aussi leur dire qu'on est en démocratie et que du coup, chaque décision est argumentée de chaque côté, de chaque bord. Et que forcément, ça se fait pas non plus hyper facilement et c'est là où il faudra accélérer un peu le rythme. Mais plus on va pouvoir donner aussi la parole à des gens qui sont pas censés parler nous on peut mélanger tous les publics. On peut parler à des jeunes, à des moins jeunes, à des citadins, des campagnards, on peut parler à des gens qui aiment le sport, d'autres qui aiment l'art, voilà, on n'a pas il y a aucun clivage chez nous. Non, on va se retrouver avec un comédien humoriste mélangé avec des spationautes. Normalement, ça n'a pas lieu de se rencontrer, quoi. Et c'est ça qu'on cherche aussi, c'est que du coup, on peut attirer les regards et les conversations d'un cercle à un autre.
Dans les 4 objectifs que je mentionnais tout à l'heure d'élémentaire, il y a aussi cette notion de mieux-être commun, de développer un mieux-être commun et de créer un réseau de valeurs. C'est aussi l'idée avec cette formule que vous avez de mêler des artistes, des gens de milieux extrêmement différents, c'est de retisser un réseau de valeurs et de créer peut-être aussi une forme de récit. C'est l'importance du récit pour entraîner les gens. Ah oui. On n'est plus à l'époque d'Einstein ou Newton où quelqu'un arrive et il possède l'intégralité du savoir de l'humanité et il peut, avec la recherche, développer des théories qui donnent énormément de pouvoir à tous les autres. Aujourd'hui, il faut 50 corps de métier pour réfléchir sur une problématique. Et quand on fait société, quand on est tous ensemble, c'est pas les technocrates qui prennent les décisions, c'est tout le monde. Et avec des intérêts divergents, et à un moment donné, on converge, et ça fait la réalité. Nous, on a d'autres modèles. Il prend parfois du temps, il est concerté, on fait des erreurs. À côté de ça, il y a par exemple le modèle chinois, qui est complètement différent, qui avance beaucoup plus vite. On verra comment les choses avancent. Nous, avec notre petite goutte d'eau, on se dit qu'il y a des alternatives qui sont plus concertées et peut-être moins rapides et qui laissent peut-être plus de chance à une marge d'erreur sur le long terme. Mais bon. Alors pour expliquer comment ça se traduit concrètement, comment s'est passée cette première traversée? Vous êtes allé donc au Groenland puis en Islande dans votre périple. Si vous pouviez déjà en tirer un bilan, c'est quoi? C'est cette idée de relier les gens, de relier les continents. Comment ça marche? Comment ça se passe? Je dirais que ça a fort potentiel quand on arrivera à résoudre les problèmes techniques qu'on a eus. Problème technique de navigation? Ouais, un peu tout. C'était la première, donc forcément, il y a un essuyé les plâtres. Il y a un moment... Il y a eu des choses sur le bateau, un problème de moteur essentiellement, qui nous ont fait perdre beaucoup de temps une fois qu'on était en Islande, des problèmes météo, parce qu'on a été un peu joueurs aussi, mais on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'autres périodes. Puis voilà, des gens qui n'ont pas forcément tenu leurs engagements pour la vidéo. Mais voilà, on a essayé de se débrouiller comme on a pu. Maintenant... c'est évident qu'il y a un potentiel de fou parce que vraiment, ce qui s'est passé à bord, on a vraiment pu créer du lien, pu créer une réflexion, engager du monde, et encore, on n'était pas du tout avec tout ce qui nous arrivait, on n'était pas du tout là où on devait être. Ça, vous le racontez dans un blog sur votre site aussi. L'idée, c'est de le raconter dans des documentaires par la suite, de médiatiser ça sous différents formats, pour raconter comment est-ce qu'on crée du lien dans une communauté? Là, au Groenland, c'était flagrant. On est arrivé... le premier truc, c'est qu'il y avait du monde sur le quai qui nous attendait. Les bateaux à voile, c'est rare. Là-bas, ce qui nous a marqué, c'est plutôt le paquebot de touristes qui arrive et d'un coup, tout le monde qui se met en tenue traditionnelle, alors que c'est pas ça qui se passe sur place. Mais alors, pas du tout. Et nous, on nous accueille, on nous offre du poisson, l'eau est gratuite. On sent que les ressources primaires, les ressources de base sont vraiment essentielles. Et il y a une entraide qui est forte. Et ils sont pas... Ils sont nomades depuis des générations et depuis peu, ils sont sédentarisés et ils se prennent d'énormes changements qui arrivent et qui changent radicalement leur manière d'être. Et c'est vrai que statistiquement, on voit que c'est le pays qui est le plus tourmenté par les problématiques de suicide, d'alcoolisme. Et c'est très compliqué. Et c'est vrai que les gamins sont dans la rue. Et du coup, nous, on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire qu'on a installé nos fils, on a fait de la musique et puis ils venaient tous les jours. À la fin, on leur a laissé du matériel, on a fait un spectacle. Et il y a beaucoup de choses qui passent. Et puis, à côté de ça, on voit qu'ils ont accès à la connaissance, à Internet, et les gamins parlent anglais alors que les adultes non. Donc il y a des messages qui passent très vite, de manière simple. Ça, c'est pour la rencontre qui est très personnelle. Après, au-delà de ça, il y a d'autres avancées. Puis il y a l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on voyage en bateau. Du coup, on n'est pas accueillis comme si on arrivait en avion, en conquérant, et en arrivant avec toutes nos valises en disant là, on va faire un docu.
Nous, quand on arrive, surtout au Groenland, parce que les Groenlandais sont vraiment pas des marins. Ils vont pêcher un petit peu au large, mais à la journée, mais ils vont pas s'aventurer plus loin que ça. Ce sont des côtes en plus qui sont assez dangereuses. Les cartes, il y en a pas vraiment. Il y a des zones, il y en a. Il y a des zones où on arrive un peu dans l'inconnu, et pourtant on est quand même en 2020 quasi. Et du coup. Pour eux, dans le regard, c'était vraiment impressionnant de voir, mais vous êtes venus en bateau de tout là-bas, juste pour nous voir, nous, et passer du temps avec nous, quoi. C'est même pas pour aller franchir je ne sais pas quel passage, ou vous-même, c'est juste pour être avec nous, quoi. Bah ouais, et là, comme ça. Et du coup, oui, on a pu rentrer, il y en a quand même pas mal qui parlent anglais, donc on pouvait vraiment rentrer dans des conversations assez intéressantes avec eux, et c'est vrai on a un peu peur pour eux, quoi, pour ce qui va devenir. Plus ça se dégèle, plus il y a des énormes ressources qui sont en train d'arriver, plus forcément ils peuvent pas les exploiter, ils n'ont pas l'argent. Donc on verra ce que va dire l'avenir, mais c'est vrai qu'on n'aborde pas du tout le monde de la même façon, quoi. La lenteur a du bon quand même. Ouais. La suite du programme pour vous, donc, c'est d'abord un voyage vers les Açores, vers le sud. Ouais, là ça va être les Açores, autour d'une question qui sera: l'exploration est-elle vectrice de progrès? Donc en fonction des époques, en fonction des civilisations, la réponse n'est pas forcément positive, elle n'est pas forcément négative. Ouais. On va partir donc normalement avec un comédien humoriste qui est en même temps plongeur, spéléologue, et qui a aussi un master en psychanalyse lacanienne. Gros CV. Attention, il faut pas dire qui c'est pas confirmé. Enfin, c'est confirmé, mais c'est son assurance qui pose problème. Parce qu'il a une tournée au mois d'octobre, et là ils sont en train un peu de... Les pistes se réduisent. Après, on a 2 spationautes, Jean-François Clairvoy et Jean-Jacques Favier. Donc Jean-François a volé 3 fois dans l'espace. Lui, c'est vraiment l'ingénieur qui a réparé le télescope Hubble, alors que Jean-Jacques, lui, il a volé à bord de Columbia en 96 et il est très scientifique. Donc on a 2 profils vraiment différents. Puis Jean-Jacques, lui, il va partir carrément de France avec nous pour naviguer, pour vraiment prendre le temps. Cette notion d'exploration et de progrès aujourd'hui, forcément, c'est lié à l'espace, à l'exploration spatiale. Ouais. Ouais. Pas que, hein. Non, pas que, mais on dit souvent qu'on connaît moins le fond des océans que la surface de Mars. Ouais. Et c'est exactement pour ça qu'on veut les emmener plonger. Ouais. Pour jouer sur ces contrastes, les emmener sous terre, les emmener sous l'eau, et que eux nous parlent des étoiles, parce que nous, on peut pas y aller. On aimerait beaucoup. Non, mais tu disais qu'aujourd'hui on se tourne vers les étoiles. Il y a des trucs, c'est du bon sens sur les innovations et l'exploration, mais le coup des Américains qui développent des stylos à gel alors que les Russes ont pris des crayons de papier, tu te dis, voilà, on en est là. Aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique, tout c'est ça aussi. Pourquoi des innovations pas forcément pertinentes, quoi, ou pas forcément... Bah ouais, le crayon de papier, la gravité n'agit pas sur ça, quoi, c'est terminé. Ouais. La simplicité, finalement. Voilà, mais c'est souvent le cas. Je veux dire, il y a des trucs qui sont très intéressants à creuser du côté de l'intelligence artificielle, les réseaux qui ont été amenés par les satellites, qui nous permettent de communiquer plus vite, de faire tourner les idées, etc., de confronter. Mais du côté des low-tech, il y a des trucs géniaux aussi, qui nous viennent du passé, du bon sens, des leçons. Et un des mythes, c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire que quand on l'ouvre... il est trop tard. Et là, c'est un peu ce que les scientifiques nous disent. C'est-à-dire, une fois que les boucles de rétroaction sont lancées, elles s'auto-amplifient les unes les autres, et puis c'est terminé, quoi. On n'en est pas là. Ouais. Vous parlez de low-tech et de simplicité. Ça fait penser à cette... expression de développement durable que vous mettez beaucoup en avant sur le site. Pour beaucoup d'écolos, ça reste un oxymore. En fait, on se pose la question de la croissance, de la décroissance, et je parle dans l'introduction de l'IPBES, qu'on appelle le GIEC de la biodiversité, qui dans son rapport incite fortement à revoir notre modèle de croissance, à revoir le paradigme de la croissance comme objectif absolu. Est-ce que c'est encore un mot pertinent, le mot de développement durable ? Eh ben, faut toujours, questionner. Faut toujours questionner. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que développement et durable, ça fonctionne pas parce que. Mais encore une fois, on parlait de Meadows tout à l'heure, et pour moi, c'est vraiment cette histoire de monde fini. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le développement ? Quand on regarde l'univers, c'est pas la planète. Ce qu'on en perçoit, il est en accélération perpétuelle. Et l'infini, qu'est-ce qu'on est pour pouvoir percevoir l'infini ?
moi je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et que le développement durable, il passe avant tout par la connaissance et le bon sens. Et un des aspects desquels on est très fiers parce qu'on ne l'a pas vu venir, c'est les scientifiques du GIECO qui nous ont contactés. On ne savait pas que ça existait, c'est Camille qui nous a dit qu'ils étaient en train de créer ce truc-là. Et quand on a vu arriver ça, un groupement scientifique intergouvernemental d'experts sur le comportement. Alors c'est ça, c'est un peu comme le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur le climat, mais là c'est sur le comportement. Voilà. Donc des gens qui veulent travailler à l'échelle scientifique planétaire pour changer les comportements. Alors déjà pour les étudier. Pour les étudier. Avant de c'est vouloir les neurosciences, psychanalyse, psychiatrie, beaucoup de domaines de recherche. Ouais, puis aussi économie, juriste. En fait, ouais. tout ce qui est du domaine des sciences molles, et qui sont beaucoup plus complexes à gérer que la physique ou que la biologie, parce que on est sur des estimations, de la statistique, on est sur un mélange entre de la physiologie et puis de la psychologie. C'est complexe, mais tu parlais tout à l'heure du fait qu'on avait du mal à comprendre les problématiques liées au réchauffement ou au changement climatique selon les sémantiques. C'est pareil pour le nucléaire, en fait. Tu le vois pas. Pourtant, on sait les dégâts que ça fait aujourd'hui. Là, c'est pareil. On le sait. Mais on a beaucoup plus de mal à savoir comment réagir parce qu'individuellement, le confort, c'est appréciable. Pouvoir se déplacer avec sa bagnole quand on veut, comme on veut, c'est appréciable. Et d'autant plus en avion. C'est horrible de se dire qu'il faut arrêter ça. Oui, à propos du GIECO, j'allais y venir parce qu'au travers votre périple élémentaire et ce voyage en voilier, c'est aussi un message que vous voulez porter avec quatre grands projets que vous voulez relayer, dont ce GIECO. Qui appelle donc à mettre l'accent sur les comportements pour sauver le monde, pour faire simple. C'est aussi une façon de voir les choses qui est beaucoup critiquée par ailleurs, où on dit que voilà, changer par le comportement. On avait interviewé, nous, notamment l'économiste américain Raj Patel, qui disait on ne change pas le monde avec son caddie, ça passe par le changement collectif, par la politique. Et beaucoup de critiques sociales, notamment la sociologue aussi Sophie Dubuisson-Kellier, qu'on avait interviewé sur notre site, nous disent c'est aussi un petit peu un piège que mettent en place les entreprises pour se déresponsabiliser. Ils disent non, c'est aux consommateurs d'agir, ce n'est pas à nous de... non, on ne dit pas qu'il faut que ce soit l'un ou l'autre, on dit que c'est tout le monde. Ouais. On n'en est plus au stade où il faut... Enfin les gars, il faut ouvrir les yeux. Là, on n'en est que au stade où on interdit les pailles en plastique. Quoi. Ouais. On n'en est que là. Et donc à qui la faute alors Non mais va falloir passer c'est plus la deuxième. Il faut enlever le frein à main, larguer les menhirs qu'on a derrière et puis il faut commencer à y aller. Quoi. Donc aussi c'est à tout le monde de changer. Les politiques sont aussi des êtres humains, donc ils ont aussi un comportement, ils le changent. Les chefs d'entreprise sont aussi des êtres humains, ils peuvent le changer, et les citoyens aussi peuvent le faire. Donc le but de ce GIECO, qui a un projet aujourd'hui, c'est d'élaborer des méthodes pour psychologiques pour convaincre les gens de changer à toutes les échelles, c'est ça en gros si on résume. Alors il y a plusieurs objectifs de ce groupe. Et déjà, c'est des méthodes scientifiques. Et c'est ça qui est très important de souligner. C'est eux, ils ne produisent pas d'études. Ils font comme le GIEC. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. C'est des études qui sont commanditées par ailleurs. Et eux, ils font des synthèses de ces trucs-là. Donc... Et ensuite, par des conférences de consensus, ce qu'on appelle, ils donnent des préconisations de pratique et des livrets blancs ou des rapports comme le GIEC. Il y a énormément de choses à étudier dans leur domaine. Le premier truc, c'est par exemple le réchauffement climatique. Partons d'un exemple dont on est en train de parler. On le sait depuis des années scientifiquement. Pourquoi individuellement ou collectivement on ne change pas ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ? Donc, moi, je ne suis pas le GIECO, j'ai des idées, mais le fait est qu'il faut passer par l'ONU pour que l'ONU, à un moment donné, puisse avoir des préconisations et des pressions politiques. Parce que si on a d'un côté un groupe, pour symboliser, disons qu'on est sur deux blocs,
Oui. Hein. Simplifions. Oui. Voilà. S'il y a un groupe qui accepte de faire ses préconisations et l'autre qui continue dans sa phase de croissance débridée, ça marche pas. Ou alors il y en a un qui disparaît, quoi. Et ça, c'est des équilibres qui sont complexes à trouver. Pour avoir le consensus, il faut passer par des groupements comme ça, par l'ONU, ou alors j'en viens aussi à un deuxième projet que vous défendez, le Good Country. Est-ce que c'est une façon aussi peut-être de refaire de la coopération internationale de façon différente ou sans passer par l'ONU? Ce serait... C'est pas nous qui voulons le fonder, c'est un des projets. Non, mais c'est un projet que vous soutenez avec Élémentaire. Expliquez-nous ce qu'est ce Good Country. Alors, The Good Country, c'est un pays virtuel. Donc, c'est un groupement politique qui dit notre pays n'a pas de frontières et on est grosso modo 10% des citoyens dans le monde à vouloir lutter pour la paix, pour la suppression des famines ou pour le réchauffement climatique. Et on n'a pas de poids politique. Donc aujourd'hui, il faut un poids politique pour pouvoir pour avoir du poids. Donc 750 millions de personnes, c'est pas rien. Tout d'un coup, on devient le 3e État. Mais pour ça, il faut un tout petit peu de moyens. Donc, il part du principe qu'on donne comment on dit une taxe, une prime. Non, la citoyenneté, en fait, t'es citoyen du pays à partir du moment où tu payes $5 de taxes. T'as ta carte d'identité. Mais c'est un pays virtuel, une identité virtuelle qui serait un pays sans territoire, finalement. Voilà, mais eux, ils veulent être reconnus par l'ONU pour avoir un poids politique. Le fait est que si on part là-dessus, sachant qu'il y en a qui vivent avec moins $1 par mois, par jour, peut-être même par mois, probablement, ils ne peuvent pas adhérer à ce projet politique. Donc, ils ne peuvent pas parler et défendre leur voix. Donc, eux, ils disent, en fait, tu peux payer pour quelqu'un d'autre. Et après, ils sont très innovants parce qu'il n'y a pas de thématique arrêtée. Il y a tout un tas de thématiques. Les gens discutent de ce qu'ils veulent et ensuite, c'est comprimé par des réseaux de neurones pour faire ressortir des problématiques et des gens qui ont envie de s'engager. Et on peut très bien ne pas avoir les moyens et s'engager dans les actes, à faire du concret, de la réflexion, ou alors juste payer sa taxe et même celle des autres, et dire simplement l'idée me plaît et derrière ça peut tourner. Donc c'est une forme finalement de lobbying citoyen international, ce serait ça si on devait résumer pour essayer de peser Carrément, c'est exactement ça. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est un état virtuel, il n'y a pas de route à entretenir, il n'y a pas d'hôpitaux à construire. Et donc $5, ça amène très vite des sommes considérables et dès lors qu'on a un projet qui se forme avec cette masse, on peut aller vite. Et espérer entraîner les autres éventuellement, parce que c'est 10% de chaque pays, ça fait encore 90% de terriens à convaincre. Ouais, mais surtout, c'est des gens qui sont aussi dans leur pays et qui ont aussi une action politique. Et du coup, ça entraîne, et puis après, on en parle et ça fait boule de neige. Et tout on voit comment les choses elles peuvent se renverser rapidement. Il y a plein d'exemples historiques. Et à partir du moment où la dynamique elle est créée, le coup de la boule de neige, c'est la gravité fait que justement la gravité de la situation fait que à un moment donné ça s'agrège et on y va, quoi. On parle souvent de cet effet de seuil, notamment chez les gens qui font de la désobéissance civile. Il y a cette étude qui dit que passer 3,5% de population participante, ça fait basculer l'action vers la victoire. C'est un petit peu l'espoir recherché aussi, j'imagine. Ouais, c'est tout à fait l'idée. C'est une façon aussi de répondre à cette... Vous parliez de l'ONU, à cette espèce de blocage aujourd'hui qu'on a à l'ONU. Et on a aussi beaucoup de gens qui nous disent les COP, c'est bien joli, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose. La COP 21 et l'accord de Paris, personne ne le respecte aujourd'hui. Est-ce qu'il faut réinventer des institutions internationales qui soient plus efficaces que celles qu'on a aujourd'hui, qui de fait ne marchent pas, pour rester dans un ton optimiste qu'on essaye d'avoir? Mais voilà, est-ce que ça passe par cette réinvention? Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire au niveau international, mais en tout cas, ce qu'on a vu cette semaine, une COP 21 adaptée à une région, il y a plus de 5000 engagements qui ont été pris et certains très concrets. Et beaucoup, il y avait, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y avait, je crois qu'il y avait 150 entreprises et 104 collectivités, à moins que ce soit l'inverse, quasiment une quarantaine d'associations qui étaient représentées. Rappelez-nous le nom de l'événement dont vous parlez. Braze COP, la Bretagne en force. Évidemment, Braze. Et donc c'était à l'initiative du président de la région et le président a aussi pris ses engagements et
surtout en matière de nutrition, à l'école, plus de local, plus de bio, une révolution. Il a déjà investi énormément dans les transports avec le Braze Go, donc ça va être encore continué. Il va rajouter encore beaucoup d'argent massivement dans les énergies. Il aborde pareil sur l'aménagement des lycées bretons et lycées et collèges pour une meilleure isolation. Enfin voilà, il sait ce qu'il y a à faire. Il sait qu'il ne peut pas tout attendre de l'État ou de l'Europe. Et il se dit, OK, dans ma région, qu'est-ce qu'on peut faire et comment je peux engager mes citoyens à venir. N'importe qui peut aller sur le site de la Brescope, peut commencer à parler. C'était ouvert à tous cette semaine. N'importe quel citoyen pouvait venir parler, proposer ses idées, dire comment il s'engage, dire comment faire et avoir directement des résultats concrets. Et je pense que plus cette idée va germer et faire des petits, plus ça va. Parce que là, vraiment, on peut mélanger justement le citoyen avec le politique. Ils sont là, ils sont là, présents, ils dispo à parler et vraiment motivés, vraiment engagés. On a plus la chance en Bretagne d'avoir vraiment un territoire qui est très fort, énergétiquement aussi très fort. On peut produire vraiment beaucoup. Donc, et un gros territoire d'innovation. Un gros territoire d'exploration et d'innovation, donc on en a profité là, on était à fond et c'est vrai que je vois ce projet grandir depuis plus d'1 an maintenant. C'était la première grande réunion et ça s'est formidablement passé, je pense. Donc maintenant on verra dans 1 an où est-ce qu'on en est, mais c'est sûr que les engagements sont durs à tenir, on le sait, mais par contre ce sont des gens qui en ont vraiment conscience, quoi, que c'est jouable. Oui, votre message récurrent finalement dans ce que vous nous dites et ce mantra de toujours tout relier, c'est d'être exigeant vraiment à tous les niveaux, que ce soit au niveau international de l'ONU, au niveau de la région, de l'individu, de l'entreprise, du politique. C'est que finalement cette exigence, il ne faut pas choisir de la porter vers tel ou tel acteur, elle doit être totale à tous les niveaux. Sinon c'est trop simple, sinon on va se dire ok, c'est aux politiques de changer, ok, mais moi je fous rien. Puis c'est souvent le cas, on dit souvent c'est soit aux politiques, si on meurt tous, c'est de sa faute, quoi. Ouais. Donc l'engagement doit être à tous les niveaux à la fois. On n'est plus dans les années 70 ou 80, quoi. On est en 2020 et c'est plus la maison qui brûle. Là, c'est je sais même plus où on en est, mais faut vraiment prendre conscience, quoi. Et après il y a des études qui sont plus ou moins alarmistes mais pour nous faire aussi des petits électrochocs, quoi. Les dernières études des Australiens qui disent qu'en 2050 il n'y a plus d'humanité. Bon, ça fait quand même si normalement je pense que c'est un peu exagéré. Extrême, quand même. Le simple fait que ce soit un scénario, c'est déjà dramatique. C'est plus que flippant, quoi. Pour conclure pour continuer sur ces projets, il y en a donc 4 principaux, je disais. Au-delà du politique, il y a cette idée d'océan, de faire du commun avec l'océan, transformer l'océan en commun. C'est aussi un projet important de transformer les eaux internationales en bien commun de l'humanité. C'est une solution pour le sauver, en fait. L'océan appartient à personne, du coup il appartient à tout le monde et là il n'y a pas de règles, c'est à moitié l'anarchie. Parce qu'aujourd'hui j'avais noté 60% des surfaces océaniques sont en dehors des zones de juridiction nationale. Donc c'est 60% qui aujourd'hui sont gérés de façon un petit peu, comme vous le dites, anarchique, quoi. C'est ça. Donc la solution, ce serait d'en faire... Et ben comme l'espace. C'est vraiment comme l'espace. Il y a eu un traité là-dessus qui dit que ça appartient à tout le monde, ou plutôt personne n'a le droit de se l'approprier. Là, on est vraiment sur la... malheureusement, on est en train de revenir dessus. Le traité d'espace, c'est ce que j'allais dire, il est un petit peu mis à mal aujourd'hui par les Américains, les Luxembourgeois qui veulent miner la Lune, les astéroïdes, etc. Mais sauf que si on n'y arrive pas, si on ne va pas dans l'espace, s'il y a trop de déchets qui font qu'on ne peut plus décoller, et l'océan, c'est la survie de l'humanité. Et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que on nous a souvent fait le coup de l'écologie verte pendant des années, l'économie verte, le développement durable, justement, on en parlait, mais c'est le plancton, quoi. Donc, et on parlait juste avant des engagements, et certains disent la COP ça sert à rien, mais si, parce que les engagements une fois qu'ils sont pris, les citoyens français par exemple, ou d'autres, parce que ça a commencé aux Pays-Bas si je dis pas de bêtises, on peut porter plainte, et on peut dire là vous faites pas votre boulot. Parce que, en fait, si vous êtes là, c'est juste un mandat. Je parle de il, mais c'est les politiques en général. C'est un peu facile de faire du sachet, mais à partir du moment où on prend des engagements, on a un objectif, et après, il faut trouver les moyens pour y parvenir. Et ça, c'est de l'opérationnel, et c'est à chacun d'entre nous de s'y employer. Être tout seul et commenter sur Facebook, ça aide à se faire sa pensée, ça permet de se confronter directement, mais c'est en faisant des groupes
en étant actifs collectivement qu'on peut changer les choses. À l'échelle individuelle, ça ne change pas. Mais là, je vais encore me faire l'avocat du diable ou le pessimiste de service, j'adore ça. Et justement, on voit, vous compariez ça avec l'espace, on voit que dès qu'il y a des intérêts économiques majeurs, ces traités, ces bonnes intentions sont mises en cause. Comment est-ce qu'on fait pour que cette idée de faire de l'océan un bien commun puisse s'imposer, alors qu'aujourd'hui, on voit qu'avec la fonte de l'Arctique, il y a des intérêts énormes pour forer là-bas, tout ça. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour gagner ce combat ? Eh ben, je voulais rebondir sur ton idée de finance parce que on est vraiment là-dessus et l'idée de Jean Jouzel donc et de la Rotorou sur le pacte finance-climat. Donc ça c'est le 4e projet que vous portez, c'est le pacte on porte rien du tout. Que vous défendez, enfin que vous relayez quoi. Ouais. On soutient parce qu'on pense que c'est des bonnes idées et on comprend pas qu'elles aient pas été mises en place depuis longtemps en fait. Quand on voit qu'on est capable de créer l'économie, c'est du virtuel. Harari le dit, c'est des religions, c'est quelque chose qui n'existe pas, ça symbolise des échanges, c'est facilitant. Sauf qu'aujourd'hui, l'économie, la manière dont elle fonctionne, on spécule sur des choses qui n'existent pas encore et on respécule sur des choses qui n'existent pas encore, qui va nourrir des poches financières qui gonflent jusqu'à ça explose. On a des problématiques qui sont beaucoup plus urgentes que ça, et le pacte finance-climat, c'est ça. Ils disent, plutôt que de mettre l'économie et la finance au service de quelques-uns, il faut la mettre au service du défi le plus important, et pour eux, c'est le changement climatique. Et du coup, ce système-là, il y en a d'autres qui le développent. Donc là, c'est Jean Jouzel, le climatologue, c'est ça, et Pierre Larouturou, l'économéiste, voilà. qui porte ce projet de pacte finance-climat de 1000 milliards d'euros, je crois, de dollars, enfin, grosso modo 1000 milliards d'euros pour sauver le climat, quoi. Le climat, il sauvera tout seul, le climat. C'est une façon de parler, mais j'entends bien. Mais du coup, c'est ça, c'est de dire, en fait, ça, c'est vraiment des outils qui sont mis en place par nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, et ça, on peut le changer. Et ça, c'est un des objectifs du GIECO, c'est de réfléchir sur ces thématiques-là, et comment... quelles sont les conclusions, qu'est-ce qu'on peut mettre de manière opérationnelle pour que ça profite au plus grand nombre, pas à quelques-uns, mais comment est-ce qu'on peut avoir une dynamique de progrès éventuelle ou pas. Alors vous mentionniez Yuval Harari, l'historien israélien, et ça nous ramène dans cette histoire de récit, de cette importance du récit. Tout à fait. Il y avait une étude qu'on a beaucoup évoquée en mars du cabinet BL Evolution qui disait voilà, pour rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique, voilà ce que ça voudrait dire concrètement, c'est-à-dire notamment diviser par 4 notre consommation de viande, acheter plus qu'1 kilo de vêtements neufs par an, avoir un couvre-feu thermique entre 22h et 6h du matin, avoir plus que 2 vols à choisir par personne long courrier par an, ou par... je ne sais plus quelle était l'échéance, mais c'était pour montrer qu'il y avait vraiment une espèce de contrainte qu'on pressent très difficile d'accepter pour les gens. Vous parliez de progrès, ce progrès, c'est progresser vers une espèce de bonheur frugal, de retrouver ce genre de choses-là. C'est ce combat-là qu'il faut mener aussi. Ah bah il y a clairement de ça. Nicolas Hulot, le week-end dernier, parlait de sobriété et pas d'ébriété. Le développement, ça peut être un ralentissement, parce que qu'est-ce qu'on développe ? C'est pas forcément le plus rapide, mais c'est le mieux. Et pour nous, c'est ça aussi le mieux-être commun, c'est-à-dire... On ne vit pas forcément mieux dans l'opulence non plus. On n'a pas besoin d'aller... revenir à des choses simples. On vit très très bien. Bon, nous, on a fait un choix de vie un peu radical. On n'est pas là souvent, on vit beaucoup en bateau, donc on n'a plus besoin de maison. Et voilà, mais on ne peut pas demander à tout le monde de vivre comme nous on vit. Mais on vit très bien, il n'y a pas de... Vous n'avez pas l'air malheureux, en tout cas. Mais clairement, on peut... il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Et c'est sûr que le fait d'être dans autant d'excès en ce moment... On sait très bien qu'on ne peut pas y aller, quoi. Donc soit tout le monde met un peu du sien et on essaye d'avoir une autre solution, soit on va au crash. Maintenant, si on veut aller au crash et continuer de vivre de la même façon, ok. Donc se voilier, c'est aussi un éloge de la lenteur, finalement, voyager en voilier, prendre le temps. Il y a quelque chose de ça. Il est urgent de prendre du temps. C'est justement le titre d'une de nos vidéos. Très bien. Non mais ouais, il y a un truc... les publicistes et les marketeurs, ils ont...
mais à coup de marteau dans le cerveau, quoi. Ils nous ont fait passer des messages de la viande, vous pouvez en manger tous les jours, alors que c'était un plat de roi à l'époque. La pelouse, vous pouvez en avoir chez vous tous, c'est pas un problème, on a des tondeuses. Enfin, aujourd'hui, ils peuvent faire le boulot inverse, en fait, simplement. Le bonheur, c'est peut-être juste une sieste, tranquille, un bouquin. Il y en a trop, il y en a partout. Il y a des choses simples, quoi. Enfin, nous, on a une vie, on a beaucoup de déplacements aujourd'hui pour le projet. On pourrait les faire en avion. Le train, ça marche tout aussi bien. Et aujourd'hui, il y a des trucs, enfin, ça me rend complètement fou, quoi. Le train, c'est un des moyens les plus économiques qui soient, les plus collectifs. Et parce que c'est pas rentable, justement, on en revient à ça, on ouvre des lignes de bus qui polluent plus. Et, enfin, ou alors on nous revend la voiture individuelle en disant le pétrole est trop cher. Enfin, ouais. Finalement, c'est le titre de votre projet qui résume peut-être le mieux cette espèce de retour à des besoins élémentaires, à un mode de vie élémentaire. Voilà, on va essayer de faire passer ce message. Je crois qu'en tout cas, il est bien passé aujourd'hui. Je vous invite à aller voir le site du projet élémentaire qui résume bien tout ça, qui montre aussi avec les messages, les blogs, les vidéos et des magnifiques images du Groenland notamment où on voyage, c'est fabuleux. Et puis pour vous inspirer peut-être tous à suivre ces différents projets qui sont relayés par le voyage élémentaire. Merci à vous deux en tout cas pour votre passage et vos explications ici. Merci à toi. Merci à tous pour continuer à nous écouter sur les podcasts d'Ouzbek Erika. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir nos autres podcasts, Salut le Turfu et 300 milliards d'étoiles. Merci à Roman, aux machines, encore une fois, qui gère tous ces podcasts. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.